bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Carmen, la plus célèbre cigarière de l'histoire. L'opéra de Georges Bizet vient d'être mis en scène et interprété, mais aussi décoré, costumé, chanté par des artistes professionnels et des lycéens et des étudiants. Ça s'appelle le Lab Opéra. On va en parler avec l'invité du Grand Oral, Laurent Braque. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Eh bien, l'actualité, c'était ce Carmen pas comme les autres. Et nous verrons avec Emma la place que réservent les programmes à la musique. À l'heure de la récré, toujours avec Emma, comment négocier avec les enfants. Restez à l'écoute. Et puis Marie-Olivier nous rejoindra pour son cours particulier. Musique toujours, chant toujours. Zoom sur la maîtrise de Radio France. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. L'amour est enfant de bohème, Toréador, prends garde à toi. Après des remparts de Séville, j'irai danser la Ségedie. Vous avez reconnu Carmen, l'opéra français le plus joué dans le monde. Il vient d'être interprété par le Lab Opéra Hauts-de-Seine à Courbevoie en collaboration avec des artistes professionnels et des étudiants. Et le tout sous la direction de Laurent Braque, invité de notre Grand Oral. Musique, maestro. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Vous la prenez pour l'année prochaine. Écoutez. Elle est formidable. Alors, je ne refais pas, Carmen. Merci Emma. Elle sait tout faire. Laurent Braque, Lab Opéra, une opération qui est née à Grenoble et qui s'étend dans toute la France. Le principe, alors, on a vu cet extrait de Carmen qui était à Courbevoie. Oui. Il y a eu des Carmen ailleurs d'ailleurs. C'était l'œuvre de l'année en fait. Alors, il y en a eu beaucoup des Carmen, effectivement. Alors ce dispositif est né à Grenoble il y a une quinzaine d'années sous l'énergie de Patrick Souillot, qui donc a créé ça et qui est parti du principe que l'opéra n'était pas accessible à tous, que le public de l'opéra était parfois un peu vieillissant et puis et bourgeois, pour dire les choses avec des tarifs un peu élevés. Et donc il s'est dit on va ouvrir l'opéra pour le rendre accessible à un public qui ne le connaît pas et à des jeunes, et mettre en avant les compétences des élèves des établissements d'enseignement professionnel. Et c'est ça une des grandes originalités, c'est que, alors il y a des jeunes artistes sur scène, amateurs, dans les chœurs notamment, c'est ça ? Exactement. Mais également, tout ce qu'on voit là, les costumes ont été faits par des élèves, les décors, etc. Exactement. Voilà, c'est-à-dire que chaque lycée prend en charge des décors, des costumes, les coiffures, les maquillages, et aussi ils travaillent sur la communication. Quand on leur dit, en début d'année, à ces élèves, et tout à l'heure je citerai le nom de tous les établissements pour leur rendre hommage, quand on leur dit vous avez travaillé sur un opéra, la première réaction c'est quoi ? Alors, ils y ont rarement été eux-mêmes, j'imagine. Alors, la plupart d'entre eux n'y sont jamais allés. Ouais. Mais ils ne communiquent pas tout de suite sur... ils pensent d'abord à ce qu'ils vont faire, comment ils peuvent intervenir. Ils ne voient pas comment ils peuvent intervenir dans la création d'un opéra, puisque pour eux... c'est des gens qui chantent avec des vieux dans la salle. Exactement. Et en fait, quand ils commencent à discuter, ils commencent à nous dire « mais c'est pas pour nous, c'est pas notre culture, c'est pas notre monde, on n'y connaît rien. » Voilà. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils le découvrent de l'intérieur et qu'ils sont indispensables à la création de cet opéra. Et donc
donc ils viennent assister, ils ont la possibilité de chacun de venir assister à une des représentations, comme ça ne sont pas toujours dans les coulisses. Et puis ils viennent saluer à la fin, parce qu'ils font partie des artistes qui ont créé le spectacle. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous en disent alors à la fin, après vous avoir dit au début, c'est pas pour nous? Alors c'est amusant parce que on fait effectivement des rencontres après les représentations, on voit les lycéens. Alors certains ont une position un peu de se dire j'ai choisi ce que je veux faire maintenant. C'est-à-dire que par exemple des maquilleuses disent maintenant je veux travailler dans ce domaine-là. Je ne ferai plus que de l'opéra, c'est malin. Voilà. Ou en tout cas pour le spectacle. Pour le spectacle vivant en tout cas, oui c'est ça. Certaines disent non là ça c'est pas pour moi parce que c'est trop de stress ou j'ai pas le temps de faire les choses. Parce qu'en fait ils apprennent quand un artiste sort de scène il faut vite se renvoyer. Tous le truc, et la musique n'attend pas. Donc, exactement. Voilà. Et c'est-à-dire que c'était un des gros challenges pour les professeurs, c'était de leur apprendre le temps qui passe. Voilà. Donc, plein de challenges dans ce Lab Opéra. On va évidemment continuer à en parler avec Laurent Braque, invité de notre grand oral. Mais pour l'instant, on retrouve Emma pour l'Anti-Sèche. Vous le savez que je vais vous redemander de chanter. On est d'accord. Puisque cet Anti-Sèche consacré à la musique dans les programmes scolaires, vous avez décidé de corser un petit peu les choses et de ne pas parler spécifiquement des cours de musique. De quoi va-t-on parler? Mais oui, mais parce qu'en fait, je suis allée chercher justement dans quel cours on pouvait entendre parler de musique sans qu'il y ait un rapport évident à la musique, justement. J'ai trouvé, mais figurez-vous, plein de choses. On se rend compte finalement que la musique, non seulement ça adoucit les mœurs, mais que ça permet de comprendre mieux les sciences, de mieux comprendre l'histoire et même de mieux appréhender la littérature française. Des exemples. Eh bien, chantez maintenant. Alors, prenons l'histoire. Je chanterai un peu plus tard. Je vous ai prévu ça. J'ai prévu qu'il y a des petites chansons. Ah, même génial. Donc, en fait, il y a des dizaines de chansons qui racontent l'histoire de France à une certaine époque. Par exemple, dans certains manuels scolaires, en 3e, par exemple, on fait étudier aux élèves la chanson Göttingen de Barbara. Donc, mis à part le fait que ce soit une magnifique chanson, elle raconte surtout le rapprochement entre la France et l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale et toute la subtilité qu'il y a dans le fait de se rapprocher d'un pays alors qu'il y a à peine quelques années, on se faisait la guerre. Et c'est ce que raconte cette chanson. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen, chante Barbara. Et il y a d'autres chansons qu'on rencontre dans les programmes finalement. Il y a plein, la Marseillaise, l'Internationale, le chant des partisans, autant de chants qu'on peut faire étudier aux élèves pour faire comprendre l'histoire de France. Alors on voit bien la logique pour ce qui est de l'histoire, mais il y a de la musique dans d'autres disciplines. Mais oui, la musique c'est un moyen génial, par exemple, d'apprendre les langues. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là que j'ai prévu ma petite chanson. Parce que moi, de vos premiers cours d'anglais, parce que moi, mes premiers cours d'anglais, c'est comme ça que j'ai appris toutes les parties du corps. Je vous la fais. Ouais. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes. Eyes, ears, mouth and nose. Waouh, et ça fonctionne. L'accent est extraordinaire, la justesse. N'en parlons pas. Je la connais encore aujourd'hui. Vous avez peut-être confondu... Knees and toes. On n'a pas vu, c'est sur la table. Voilà, on n'a pas vu, on va dire que c'est bien. Mais donc voilà, donc rapide, efficace. Bon, alors ça c'est bien sûr c'est pour les tout petits, hein, mais très régulièrement les profs de langue, d'anglais, d'espagnol, d'allemand, font apprendre des chansons à leurs élèves, surtout au collège, parce que c'est un très bon moyen d'apprendre du vocabulaire. Et puis comme en histoire française, on peut trouver des chansons qui racontent l'histoire de l'Espagne, de l'Allemagne, etc. etc. Toi, ma prof d'anglais de 3e, si tu regardes, je te tutoie, on ne devrait pas, mais Ebony and Ivory, je me souviens encore, et j'ai toujours le 33 tours de Billy Joel Turnstiles que tu m'avais prêté en fin d'année. Sauf que vous devez nous la faire maintenant. Pas du tout, Ebony and Ivory, non mais moi c'est violent. Histoire langue vivante français quand même. Mais oui, programme 2 secondes, la poésie, l'amour, on chante l'amour aujourd'hui, mais on chantait déjà l'amour avant. Par exemple, les sonnets, on a tous étudié les sonnets pour Hélène de Ronsard au lycée, un grand classique. Eh bien, Ronsard, il chante tout son amour pour Hélène, le sonnet c'est d'origine italienne et à la base c'était fait pour être chanté. Et les poésies qui ne sont pas toujours amoureuses, il y a également des poésies populaires. Ah oui, Pleu bergère, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, à la Clairefontaine, c'est des poésies populaires qui sont devenues des airs encore célèbres aujourd'hui. Et est-ce que vous avez trouvé de la musique en sciences? Eh bien, figurez-vous que oui. Le philosophe Leibniz disait « La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter ». Et alors, est-ce que vous savez qui est le premier à avoir fait le lien entre musique et maths? Non, mais je lui garde un chien de ma chienne, comme on dit. Celui-là. Pythagore. Ok. Mais oui, c'est lui qui a inventé la gamme d'ailleurs, qui est une suite de notes montantes ou descendantes dans une octave. Et donc, quand on parle de musique, de notes, d'intervalles, de fréquences de son, de tension d'une corde dans un instrument, eh ben on fait maths. Et de la physique. Ouais, voilà. Et dans les cours d'enseignement scientifique en première, il y a d'ailleurs un cours sur la musique et sur le son, comme phénomène vibratoire. Donc vous voyez, la musique est vraiment partout. Extraordinaire, et surtout dans cette chronique. Merci beaucoup Emma, on se retrouve tout à l'heure pour la récré. On retrouve pour l'instant Laurent Braque, Lab Opéra Hauts-de-Seine.
Chose promise, chose due, je les cite. À la communication, les élèves de la section vente et commerce du lycée Paul Pinlevé de Courbevoie. Au maquillage, des solistes et des chœurs, ceux du lycée professionnel Vassili Kandinsky de Neuilly-sur-Seine et de la section coiffure et maquillage de l'IFPM de Nanterre. Les décors ne sont pas de Roger Hart, mais d'ailleurs, ça c'est une blague que seuls les vraiment, vous avez compris, oui, ma blague, oui. Ok. Il faut être quand même super vieux. On expliquera aux plus jeunes. Non, il y avait une émission qui s'appelait Au Théâtre ce soir quand on était petit, quand il n'y avait qu'une chaîne de télé et les décors étaient toujours de Roger Hart. Donc là, non, les décors sont des élèves en bac professionnel, technicien, menuisier, agenceur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine. Enfin, les costumes sont signés des élèves du lycée professionnel Louise Michel de Nanterre. Ça méritait bien une petite citation. Qu'est-ce que ça apprend ? Alors, on a bien compris ce que ça leur apprenait à chacun, cette confrontation. Éventuellement, ça peut leur donner des idées d'orientation. Mais ils apprennent, j'imagine, aussi beaucoup les uns des autres, hein, en montant un opéra, en faisant œuvre collective. Et oui, alors, juste une petite précision, il y avait aussi cette année le lycée Jules Verne de Sartrouville. Mince. Voilà, mais il est nouveau dans l'aventure. Voilà. Donc, il est bienvenu et voilà. Et peut-être qu'il n'était pas dans le document à l'époque. Voilà. Mais alors, en fait, ils apprennent effectivement entre eux, ils apprennent aussi avec les autres corps de métier. C'est ça. Et ils apprennent aussi avec les artistes, c'est-à-dire qu'ils apprennent avec le metteur en scène, puisqu'il y a un vrai contact avec le metteur en scène qui donne ses intentions. Et l'idée, c'est qu'ils s'approprient le projet, c'est-à-dire que le metteur en scène n'arrive pas en disant voilà, je veux telle robe ou tel décor. Il arrive avec des choses et ensuite les élèves proposent. Interprètent. Voilà. Et puis il y a une vraie. Là, par exemple, Khalid, on a vu des images en tout début d'émission de ces costumes. On sent chez les gardes une inspiration, je vais dire militaire au sens large du terme. Ensuite, si on passe ça en cours d'histoire, on se dit qu'il y a un rapport avec Franco. Exactement. Ce qui est un petit anachronisme d'ailleurs, parce que l'époque de composition de l'opéra est bien antérieure. Bien sûr. En fait, oui, ça. Là, Ned Grugier, le metteur en scène, avait pris pour partie que ça se passe effectivement naturellement en Espagne à l'époque de l'Inquisition et donc enfin de Franco. De Franco, oui, justement, voilà, c'est ça. Et donc il voulait faire de Carmen une Che Guevara féminine, voilà. Et donc c'est pour ça qu'effectivement les costumes donnent cette image-là. Voilà. Et pour en revenir aux lycéens, de ce qu'ils apprennent aussi, c'est qu'ils ont un vrai contact avec les artistes. Par exemple, les maquilleuses et les coiffeuses étaient vraiment dédiées à un ou une soliste. Et donc, pendant toute la semaine de production, il y a un lien qui s'est créé. Solistes qui sont professionnels, eux. Exactement. Eux, ils ont été auditionnés. On a auditionné plus de 90 personnes pour les 7 rôles. Waouh, c'est très demandé alors. Oui, il y a beaucoup de demandes. Des jeunes et des moins jeunes dans le groupe. J'ai lu que la doyenne du groupe avait 88 ans. Vous jouez aussi sur le côté intergénérationnel, hein. Oui, alors Françoise, c'est une longue histoire. Elle fait partie de mon ensemble vocal depuis très longtemps et elle est toujours partante pour de nouvelles aventures. Et effectivement, voilà, elle est sur scène, elle participe, elle se change, elle se fait maquiller. Voilà. Et elle joue un peu le rôle de la grand-mère de rêve pour les enfants ou pas tellement Pas trop. Elle reste assez discrète. D'accord, voilà. Mais elle est là. Elle est là, c'est super. Ouais. Puisqu'on parle, on remonte un petit peu dans le temps. Vous-même, tout jeune, vous avez été dans des chœurs d'enfants, notamment à l'Opéra de Paris. Votre rencontre à vous avec la musique, elle s'est produite comment ? Alors, je faisais effectivement partie d'un chœur d'enfants qui s'appelait à l'époque la Maîtrise de la Résurrection, qui était dans un collège privé à Asnières. Et donc, j'ai fait ça quand je suis rentré au collège. Et puis, j'ai commencé le piano assez tard, à l'âge de 13 ans. Voilà. Et puis après le bac, je suis rentré à l'École normale de musique de Paris. Et c'est vrai que j'ai beaucoup chanté. Et, pendant toute mais là, c'est très factuel. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à l'époque ? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez cette voie ? Alors, je me souviens que lorsque j'étais petit, dans la chambre, parce que je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Si, on y est là, vous êtes très bien. J'adore quand la réponse commence par quand j'étais tout petit. Nous étions 6 enfants, et donc chambre commune avec les frères et sœurs, enfin au moins les frères, et il y avait un petit clavier à Farfisa à l'époque, aussi vieux que Roger Hart. Et qui avait été acheté pour mon frère, et c'est moi qui passais plus de temps dessus. Donc mes parents se sont un peu posé la question, pourquoi ? Que se passe-t-il entre Laurent et ce clavier ? Et donc il y avait cette petite chorale au sein du collège, et on m'a demandé si je voulais essayer. J'ai dit oui, puis voilà, j'ai pas lâché. Et là, vous vous sentez à votre place, c'est ça ? Ouais, j'ai pris beaucoup de bonheur là, oui. Voilà. Qu'est-ce qui distingue le travail en chorale ou le travail en orchestre, ou le fait de diriger un orchestre que vous faites maintenant, en même temps que de diriger le conservatoire de Courbevoie, et une expression plus solitaire de la musique ? On apprend l'écoute, on apprend... Ah, ça c'est sûr, le jouer ensemble est important, respirer ensemble, écouter les autres, le problème de justesse, ça c'est important. Et puis moi j'ai fait beaucoup de piano et en fait je n'ai pas réussi mes examens de piano parce que j'avais un trac qui me paralysait. Et donc là j'ai toujours le trac, mais comme je tourne le dos au public, il ne le voit pas. Pour diriger ? Voilà, mais c'est un trac
qui me booste plutôt qu'il me paralyse. D'accord. Donc, c'est une autre expérience. On va continuer à parler de tout ce qu'on apprend en faisant de la musique, tout seul ou avec les autres, avec Laurent Braque. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la récré. Et pour la récré, on retrouve Emma. Emma, on négocie ce matin avec vous. Ben oui. Dans l'heure de la récré. On ne parle pas de négociation de salaire, quoi qu'on pourrait en parler, ni même de négociation de contrat, non. Hugues, Emma, Exactement. pas avec moi. Hein, donc, Non, on parle de la pire négociation qui soit, celle qui mériterait une formation Bac plus 5 à elle toute seule. Je parle bien sûr de la négociation avec les enfants. Et tous ceux qui nous regardent et qui ont des enfants savent, je suis sûre de quoi je parle en affaires, on ne trouvera jamais mieux que les enfants. Bon, heureusement, il y a quelques astuces pour esquiver. Et la technique du ni vu ni connu, je t'embrouille, je pense, a été inventée par cette maman. Regardez. On regarde pas Patrouille. Après, c'est le soir pour regarder. Mais on regardera pas Patrouille, mon cœur. Oui, si regardez pas Patrouille, c'est sur le soir. Quand il fait soir, quand il fait la nuit, on regarde pas de Patrouille. Oui. D'accord, mais là, il fait pas nuit. Non. Non, on regardera pas de Patrouille tout à l'heure, alors. Oui, ici, c'est le matin. Oui, c'est le matin, il regarde pas la télé le matin. Oui. Donc on va aller jouer, là. Ouais. Elle est trop forte, la maman. Ouais. Le regard de la petite fait un peu peine, d'ailleurs. Oui. Mais bon, qu'est-ce c'est qu'on très bien, on n'essaierait regarde pas la télé le matin. pour pas de patrouille en même temps. Ouais, Voilà. c'est vrai. Après, elle s'en est quand même pas mal sortie. Hein. C'est pas complètement foutu son histoire, puisqu'elle pourra regarder quand il fera nuit. Ouais, quand il fera nuit, à condition qu'on ne soit pas en plein été et qu'il ne fasse pas nuit à 23h et qu'il ne soit pas déjà en train de dormir. Bon, mais alors c'est bien ou pas de négocier avec les enfants? Parce qu'il y a quand même débat. Hein. Bah, d'un côté, il ne faut pas mieux ordonner. Bah c'est ça, il y a ceux qui pensent que justement un enfant doit écouter ses parents, point, ce que disent les parents ne se discute pas. Mais alors prenons plutôt le problème dans l'autre sens. Et si la négociation permettait au contraire de développer plein de facultés chez les enfants? Parce que la négociation, petit 1, ça permet d'exprimer son avis, d'être à l'écoute de ses besoins, de défendre ses arguments. Exemple, je veux regarder Pas de Patrouille parce que je trouve ce dessin animé génial, que je m'amuse beaucoup en le regardant, même si le générique casse les oreilles de papa et maman. Exemple. Petit 2, donner son avis et être à l'écoute de ses besoins, c'est typiquement à cet âge-là que ça se construit, c'est la base, et plus tard, c'est peut-être parce qu'on aura appris à négocier, qu'on aura eu des parents à l'écoute, qu'on deviendra le maître de la négociation au travail. Et puis petit 3, négocier, ça permet aussi d'apprendre à écouter l'autre, les règles peuvent ne pas être figées, on peut faire évoluer un avis ou une règle. Exemple, papa, maman, je sais que j'ai pas le droit de regarder la télé le matin, mais il y a la super matinale d'Emmanuel Davidenkoff sur School TV où on apprend plein de choses. Ça serait quand même bien que je la regarde et là, bim, on est obligé d'accepter. Ouais. C'est génial la négociation. Surtout quand la récré est faite par Emma. C'est formidable. Merci beaucoup. Eh ben, on négocie avec un orchestre. Moi, pour avoir fait un peu d'orchestre, il y a une phrase qui dit... Enfin, il y a deux phrases il y a une phrase qui on n'a jamais raison contre l'orchestre. C'est-à-dire que un chef qui voudrait vraiment imposer quelque chose, mais ça prend pas, ça sert à rien. Oui, moi j'aime bien dire qu'il faut convaincre sans contraindre. Ouais, c'est ça. Ils savent tous jouer du Bach, du Mozart, du Bizet quand ils sont professionnels. Voilà, c'est juste leur apporter une vision qui est peut-être pas la leur et les convaincre que cette vision est possible, voilà. qu'il faut la tenter. Voilà. Et il faut assumer aussi derrière. Laurent Braque, merci beaucoup. Emma, Laurent Braque, directeur du Conservatoire de Courbevoie et directeur artistique de l'Ab Opéra Hauts-de-Seine, invité de notre grand oral. L'idée est née à Grenoble et puis elle s'est diffusée sur l'ensemble du territoire. Et cette idée, c'est d'impliquer des élèves dans la création d'un opéra en mêlant des artistes, des professionnels et des amateurs. On en parle donc avec Laurent Braque. Participer à un projet comme celui-ci, pour les plus jeunes, c'est aussi un apprentissage de la responsabilité quand même. Et oui, parce qu'il y a l'échéance, déjà, de représentation. Comme on disait tout à l'heure, hein, quand on crée des costumes ou des coiffures, il faut être prêt. Et c'est pareil pour les musiciens, puisque dans l'orchestre, il y a aussi des musiciens amateurs. Et donc, ils ont la responsabilité de la qualité de la représentation. Voilà. Et c'est parfois difficile quand ils ont un opéra qui dure plus de 2h30, qu'il faut être concentré. Voilà. Donc, ils ont tous une responsabilité, effectivement. Et la coiffeuse, la maquilleuse, voilà, ils ont leur part aussi. Est-ce que les enseignants des établissements scolaires, donc sont souvent des établissements techniques ou professionnels concernés, vous disent après... J'ai noté que chez tel ou tel élève qui a participé, quelque chose a bougé. Et si oui, c'est quoi ce quelque chose? Oui, alors pour ça dépend des établissements et un peu de la filière. Mais certains remarquent moins d'absence au cours. Voilà, ça c'est déjà... Et puis un dialogue qui s'instaure. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, des élèves sont un peu dans leur coin. Et avec ce projet, ils commencent à échanger avec leurs professeurs.
Et puis, une relation de confiance qui grandit, puisqu'ils doivent les amener à réaliser tout ça dans un temps donné. Mais ils disent que pour certains, ça change les choses quand même. Si on fait l'hypothèse qu'un certain nombre de ces élèves n'écoutaient pas forcément de la musique classique en général ou de l'opéra en particulier avant, est-ce que certains vous parlent aussi de la musique, de l'œuvre? Est-ce qu'ils en sont touchés? Oui, ils sont souvent très impressionnés par les voix. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que ces solistes professionnels qui sont sur scène, c'est toujours impressionnant quand on ne connaît pas. Ils sont impressionnés par l'effet de masse avec le chœur, qui sont des amateurs, ils se rendent compte que ce sont des gens comme eux aussi. Voilà. Et puis par tous ces jeunes musiciens qui jouent dans l'orchestre. Et une petite anecdote que je raconte souvent, puisqu'on parlait du retour de ces lycéens. L'année dernière, ils disaient Traviata, c'est pas pour nous. Oui, parce que vous avez fait la Traviata l'année dernière. C'est pas pour nous. Et donc, à la suite des représentations, on va dans un lycée pour rencontrer les jeunes, pour avoir un peu leur retour. Donc c'est là que certaines maquilleuses me disent, moi je veux devenir maquilleuse. Et puis une jeune fille qui était au fond ne disait rien, était un peu renfermée sur elle-même. Puis au moment de partir, je dis, il n'y a plus de questions. Et elle me dit, j'ai une chose à dire. Écoute, elle me dit, j'ai grave kiffé la Traviata. Voilà. Ça, c'est chouette. Ça, c'était le meilleur compliment. Et ouais, bien sûr. Vous êtes passionné par l'éducation. Vous dirigez le conservatoire de Courbevoie depuis 25 Depuis Roger Hart, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vous avez aussi dirigé ou créé beaucoup d'orchestres de jeunes. Oui. Alors, j'imagine certains par obligation quand on est directeur de conservatoire, mais vous en avez créé aussi. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Alors, c'est apporter à des amateurs notre métier et notre savoir-faire de professionnels. Ouais. C'est mettre des amateurs dans des situations de musiciens professionnels. Et donc, le premier orchestre de jeunes, alors je ne l'ai pas créé, j'ai repris, ça s'appelle l'Orchestre Symphonique de jeunes en Île-de-France. Et donc, ils avaient... en fait, la saison se lançait lors d'un stage d'été qu'on faisait à l'île de Ré. Pendant 15 jours, ils avaient 4 programmes symphoniques à monter, encadrés par des musiciens qui venaient de l'Orchestre de Paris, Gilles Henry, l'Orchestre de Paris, Michel Benet, Sabine Toutain, Carlos Dourté du National. Et donc, ils faisaient travailler les pupitres. Et ensuite, on donnait tous ces programmes-là. Et ça a lancé les différents instruments. J'explique pour celles et ceux qui n'ont pas fait de... Voilà. Et ensuite, on donnait les programmes et ça lançait la saison. C'est-à-dire que ces jeunes ça fédérait le groupe. Et pendant un an, ils faisaient... Et vous, ça vous apporte quoi ? D'abord, ça demande une exigence aussi de ma part. C'est-à-dire que c'est adapter notre discours, adapter le répertoire aussi, être face à des difficultés parfois techniques que les élèves rencontrent et trouver la solution pour passer au-delà de ça. Laurent Braque, on va continuer à parler musique dans le cours particulier. Si vous le voulez bien, on accueille Marie-Olivier, non sans avoir remercié Emma. Merci beaucoup. Cours particulier, Marie-Olivier. Cours particulier avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et on continue en musique avec les jeunes, cette fois de la maîtrise de Radio France, un des plus anciens dispositifs pédagogiques musique-école de France. Oui, tout à fait. La maîtrise, c'est un chœur qui rassemble plus de 180 enfants dirigés par des chefs d'orchestre renommés. Ce sont Henri Barrault, compositeur, et Maurice David, pédagogue, qui l'ont fondé en 1946 avec d'autres de leurs collègues. Et c'est l'une des premières organisations, effectivement, à proposer un mi-temps pédagogique en France. Et oui, mi-temps pédagogique, après on va dire classe horaire aménagée musicale, mais mi-temps pédagogique, donc on répartit le temps entre l'enseignement général et la pratique artistique. C'est ça. Le matin, les enfants vont à l'école et l'après-midi, ils font de la musique. Et à la maîtrise, ils ont des séances de chant choral, mais aussi de technique vocale, d'harmonie, de formation musicale, de piano et de pratiques corporelles et scéniques. Voilà, c'est un programme pré-professionnel. Est-ce qu'on peut décider de devenir maîtrisien ou maîtrisienne ? Est-ce qu'il ne faut pas déjà baigner dans la musique ? On croirait, au vu de l'intensité du cursus, c'est assez intense, mais pas forcément. On peut tout à fait ne pas s'y connaître en musique et intégrer la maîtrise, mais il y a quand même des auditions nationales. Voilà, chanter au moins un petit peu juste. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que depuis 2007, ce programme s'est étendu avec un programme spécifique du côté de Bondy, je crois. Exactement. En fait, avant 2007, la maîtrise regroupait des enfants relativement privilégiés qui venaient d'établissements scolaires parisiens. Et dans une démarche d'égalité des chances, le programme s'est étendu aux écoles de Bondy Nord il y a 15 ans, donc en 2007. Il y a donc 2 sites pour la maîtrise, Paris et Bondy, et l'enseignement est gratuit pour tous, tout au long du cursus. Et combien de jeunes au total chaque année vous avez donc ça ? 180. Ouais. Et chaque année, ils sont 15 à être recrutés à Bondy et 15 à Paris. Ils ont entre 7 et 18 ans. Et au départ, c'était du CE2 à la 3e, mais aujourd'hui, ça a été étendu aussi au lycée. Super. Et c'est Sophie Janin qui les accompagne ? Oui, tout à fait, exactement. C'est Sophie Janin donc, qui s'en charge depuis plusieurs années. Il y a des partitions dites pour chœur à voix égales, c'est-à-dire pour voix d'enfant. Ouais.
C'est quoi le répertoire alors ? Alors c'est très varié. Cette année, il y a des pièces du Moyen-Âge, de la Renaissance espagnole ou alors du répertoire contemporain, donc qui met en avant des compositeurs, jeunes compositeurs. Et les concerts sont donnés à l'auditorium de Bondy. Les publics sont aussi très variés. Les enfants de la maîtrise donnent des concerts à d'autres enfants, par exemple, notamment un opéra de poche pour les tout petits avec des marionnettes, par exemple. Et j'ai beaucoup posé la question à Laurent Braque pendant toute l'émission. Les effets sur ces maîtrisiennes et ces maîtrisiens, qu'est-ce qu'ils en disent, sont heureux ? Alors avant que vous ne regardiez ce qu'ils en pensent, on va voir un extrait. Sachez que parmi les maîtrisiens, il y a 100% de réussite au brevet et au bac. Une amélioration de leur organisation et de leur autonomie, évidemment. Ils ont un emploi du temps qui est quand même très particulier. Une amélioration aussi de la confiance en eux, l'ouverture d'esprit, de la collaboration. Regardez ce qu'en pensent Maïssa et Lou. Ça fait clairement partie de ma vie. Je vis avec la maîtrise en fait. Donc ça donne Voilà, ça c'est nickel. J'aimais bien au conservatoire faire de la musique, mais en arrivant à la maîtrise, c'était autre chose. On avait une autre perception de la musique. À la maîtrise, ça se transformait un peu en une passion. Qui est une forme de difficulté, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un jeu, un peu. Ouais, ils n'ont pas l'air malheureux. Vous n'avez pas un petit extrait de ce qu'ils chantent ? Allez, je vous fais ce cadeau pour terminer. Mais oui. Regardez. Marie, merci beaucoup pour ce zoom sur la maîtrise de Radio France. Sophie Janin, qui dirige, vient de Suède, il y a une tradition musicale très différente. Oui. Est-ce qu'en France, on n'est quand même pas encore un petit peu en retard là-dessus ? Alors, oui, on peut le dire, on est un peu en retard. Après, il y a des régions qui sont très dynamiques autour de la voix, comme en Touraine. Tours est une ville où il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Avec le concours, le florilège vocal. Voilà. Donc, c'est vrai que, mais même dans l'enseignement, on a encore beaucoup de progrès à faire. Voilà. Que ce soit dans les conservatoires ou... Ça bouge, hein, ça bouge. Mais... Bon, en tout cas, Lab Opéra contribue à faire bouger les choses. Ce qui est formidable, c'est ce qu'on aime beaucoup dans la quotidienne. Dans le Lab Opéra, c'est cette façon de réunir toute la jeunesse et de montrer à des élèves de toutes disciplines, et pas seulement aux artistes, qu'ils ont leur place pour fabriquer un opéra, pour faire de la culture. Laurent Braque, merci mille fois. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Le cœur de cette quotidienne, c'est H. Et cœur tout court, cœur. Laure Audemont au maquillage et puis Marine Plantec assistée par Charles Fontaine pour la préparation de l'émission. Amanda Montero au son, Alice Pitavi à la réalisation. Et puis, si vous êtes fan de Carmen, je disais que c'était l'opéra le plus joué au monde. 18 juin, Carmen au Stade de France avec Roberto Alagna et Béatrice Oria-Monzon. Et puis à Bastille, à l'Opéra Bastille à Paris à partir du 15 novembre 2022. À la mise en scène Calixto Beito. Allez, on en reprend une petite dose. Signor, avec les soldats, pour plaisir, les combats, le cirque plein séjour de fête, le cirque est là, à plein des autres. Le spectacle, perdant la tête, le spectacle, apostrophe, grisette à page, poussée jusqu'à la fureur, c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Corre, adore,